Député de Marseille, où il a succédé à Jean-Luc Mélenchon et proche du fondateur de LFI, il est le gardien de la maison insoumise, forte de ses 71 députés et de la ligne politique. C'est lui qui a négocié la répartition des sièges au sein du nouveau Front populaire en juin dernier, avec les socialistes, les écologistes, les communistes. Manuel Bompard est l'invité de LCP, lundi c'est politique. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Coordinateur de la France Insoumise, député du Bouches-du-Rhône. Merci d'être sur le plateau de lundi, c'est politique. Et avec moi pour vous interroger ce soir, Olivier Perroux, grand reporter au service politique de l'Express, Julie-Marie Lecomte, chef du service politique de France Info, et Clément Méric, journaliste à LCP. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir François. Bonsoir Manuel Bompard. Bonsoir. Et puis, je n'oublie pas Hugo Couturier qui est à mes côtés. Hugo Perchoir, grâce à votre chaîne streaming. Bonsoir Hugo. Bonjour. On va avoir toutes les remontées de votre audience qui vont pouvoir interpeller Manuel Bompard. Et puis, vous avez un point commun d'ailleurs. Ah oui, Twitch et les Insoumis, c'est une grande histoire d'amour. On en reparlera de toute façon pendant l'émission. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de Twitchers. J'ai compté au moins 6 députés du groupe qui sont sur Twitch, quasiment 10%. C'est pas mal. Bientôt la vôtre peut-être. J'ai pas de chaîne Twitch, c'est vrai, mais j'ai participé à des formats sur Twitch. C'est un média très intéressant. Eh ben, on embrasse Dofla, bien sûr. On va en parler. Et Twitch est présent sur ce plateau aussi. Avec vous ce soir, Manuel Bompard, nous allons faire le tour d'horizon des débats politiques du moment. Les 60 milliards que le gouvernement veut trouver pour l'an prochain dans le budget, la nouvelle loi immigration annoncée hier, et puis la situation au Proche-Orient. Et puis un peu plus tard dans l'émission, nous rejoindra un invité pour débattre avec vous sur la parole en politique. Le bruit et la fureur, est-ce que c'est la bonne méthode pour se faire entendre en politique? La question vous sera posée tout à l'heure. Il y a un an, Dominique Bernard était assassiné par un de ses anciens élèves dans le collège d'Arras, où il enseignait, par un élève radicalisé. Un drame qui rappelait l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Une minute de silence en hommage à ces deux professeurs a eu lieu aujourd'hui dans les collèges et lycées partout en France. Michel Barnier est allé cet après-midi au collège du Bois-d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, où enseignait Samuel Paty. Le Premier ministre a rappelé l'importance de lutter contre l'ignorance et le fanatisme. Ils ont eu le courage de défendre les valeurs de la République et de vouloir protéger leurs élèves. Aujourd'hui, on est là pour dire qu'on pense à leurs familles, à leurs proches, à toute la communauté éducative qui a été ébranlée. On ne les oublie pas. C'est pour ça qu'on est là, on ne les oubliera pas. Manuel Bompard, quand on s'attaque à un professeur, on s'attaque à la République? Évidemment, évidemment, et bien évidemment, la douleur est encore vive de la mort de Samuel Paty et de la mort de Dominique Bernard, et je trouve ça normal, légitime, important que dans une journée comme celle d'aujourd'hui, en quelque sorte, ce soit la nation tout entière qui leur rende hommage, qui pense à eux, à leurs proches, à leurs familles, à leurs collègues, et je m'y joins bien évidemment. La ministre de l'Éducation nationale a indiqué que le nombre de cas d'atteinte à la laïcité à la rentrée là qu'on vient de vivre a chuté par rapport à l'an dernier. 110 signalements, il y en avait eu 838 l'année dernière. Faut-il y voir, pour vous, l'interdiction de l'abaya dans les écoles ? Je ne sais pas si c'est l'impact statistique de cette décision, mais pour ma part, je l'avais dit à l'époque, j'ai considéré que cette interdiction était, à mon avis, pas une décision utile, qui a stigmatisé de manière inutile, blessé des jeunes femmes qui portaient cette tenue, non pas pour lui donner un signe religieux, mais par habitude culturelle. Pour autant, si les atteintes à la laïcité telles qu'elles sont recensées aujourd'hui dans les ministères baissent, je pense que tout le monde ne peut que s'en satisfaire. Maintenant, je pense pour autant, vous savez, moi j'étais par exemple le vendredi dans ma circonscription avec des élèves d'un lycée, et le sujet est venu assez naturellement sur la table. Et on voit le sujet de la laïcité, du rapport notamment à la question de la loi de 2004, au port des signes religieux à l'école. Et dans la discussion, je crois que vous pouvez convaincre assez facilement, même si parfois il y a des jeunes qui peuvent se dire « mais pourquoi on m'empêche de porter telle ou telle tenue alors que je la porte dans la vie ?» Quand vous en discutez, quand vous expliquez aux gens « mais c'est précisément pour qu'il n'y ait pas de distinction entre les élèves en raison de leur confession religieuse », je crois que c'est quelque chose qu'on peut faire avancer assez facilement. L'autre actualité, vous le savez, c'est Sanofi qui veut vendre Opella, sa branche médicaments grand public, à un fonds d'investissement américain. Ce sont des médicaments très connus et présents, j'allais dire, dans toutes les armoires pharmacies chez tout le monde, Doliprane, Maalox, Lysopaïne, une opération à 15 milliards. Les salariés en France, et notamment de l'usine de Lisieux dans le Calvados, où travaillent 900 personnes qui produisent du Doliprane, sont inquiets pour leur avenir. Le ministre de l'économie et celui de l'industrie se sont rendus sur le site ce matin pour dire que l'État exige le maintien de la production en France, condition pour maintenir l'emploi et assurer l'approvisionnement en médicaments.
Le Doliprane continuera à être produit en France, pas seulement parce que c'est un médicament plébiscité par l'ensemble des Français, pas seulement parce que c'est une réussite industrielle, mais parce qu'il en va de la souveraineté de notre pays et aussi de l'approvisionnement en médicaments sensibles et critiques. Le gouvernement met la pression, là vous le voyez sur Sanofi, vous avez l'air de douter, vous voulez d'autres garanties vous? C'est une comédie, c'est-à-dire vous ne pouvez pas à la fois dire nous allons laisser cette partie, la filiale de Sanofi qui produit ces médicaments, être rachetée par un fonds américain et en disant en même temps nous allons faire en sorte de garantir notre souveraineté. Si vous voulez garantir la souveraineté de la France sur sa capacité à produire des médicaments, vous avez une solution simple, c'est d'empêcher le rachat par un fonds étranger. C'est-à-dire de bloquer? Mais bien évidemment, et c'est possible, vous le savez, il y a ce qu'on appelle le décret Montebourg, c'est le nom qu'on lui a donné. Le gouvernement peut utiliser cette possibilité juridique pour tout simplement empêcher, quand c'est des intérêts vitaux de la nation, pour empêcher que ça... Vous voulez dire qu'il doit le faire immédiatement, il ne doit pas attendre, là le gouvernement doit tout de suite empêcher la vente? Il refuse, bien sûr, et bien évidemment, il doit le faire tout de suite. Et en vérité, il refuse de le faire. N'oubliez pas qu'il faut le dépôt avant de faire utiliser le décret Montebourg, il faut qu'il y ait le dépôt de la demande de l'investisseur. J'entends bien, mais il peut affirmer dès maintenant sa volonté de le faire, et je vois bien que ce n'est pas le chemin qu'a pris le gouvernement, qui en quelque sorte se contente d'exiger des garanties. Mais quand General Electric a racheté Alstom, la puissance publique disait nous voulons des garanties. Ces garanties, elles avaient soi-disant été données. Ça n'a pas empêché après de multiplier les suppressions d'emplois. Donc je pense que la seule garantie sérieuse et crédible qu'on peut avoir, c'est de bloquer cette vente et de faire en sorte que cette filiale de Sanofi reste sous propriété française. Dans son programme présidentiel, Jean-Luc Mélenchon voulait conditionner les aides publiques aux laboratoires à des engagements précis sur les recherches de vaccins et de médicaments. Les labos, eux, disent qu'ils ont besoin d'investisseurs privés parce que ça coûte très cher. Est-ce que l'État peut tout financer ? Ah non, l'État peut sans aucun doute pas tout financer, mais en l'occurrence, là, dans le sujet dont on est en train de parler, ça appartient déjà à un groupe privé et ce serait racheté par un fonds de pension américain. Par contre, oui, je pense, j'assume de dire, et c'était dans notre programme, qu'il faut ce qu'on appelle un pôle public du médicament, c'est-à-dire il peut y avoir un secteur privé de la production pharmaceutique, mais il y a un certain nombre de productions pharmaceutiques qui sont indispensables tout simplement pour garantir la santé publique. Et oui, je pense que la puissance publique peut jouer un rôle pour garantir cette capacité à soigner les Françaises et les Français, quelles que soient ensuite les stratégies industrielles, les stratégies d'optimisation ou de rentabilité des actionnaires de ces grandes entreprises. Pour vous interroger maintenant, Olivier Perroux, Julie-Marie Lecomte, Clément Méric et Hugo Couturier qui va intervenir au cours de l'émission. On va commencer d'abord par le budget. 60 milliards à trouver dans le budget 2025. Depuis ce matin, la commission des finances de l'Assemblée nationale, présidée par Éric Coquerel, un des insoumis, planche dessus. Alors ça passe ou ça casse, Clément ? Eh bien, on va en parler avec vous, Manuel Bompard. Rappelez peut-être d'abord la répartition des efforts réclamés par le gouvernement. 20 milliards de hausse d'impôts, 40 milliards de baisse de dépenses. D'abord, une question peut-être sur la façon dont vous, LFI, vous abordez ce débat parlementaire. Vous n'avez déposé que, j'ai envie de dire, 211 amendements. Vous ne nous aviez pas habitués à une telle sobriété. C'est presque 2 fois moins que les socialistes. Est-ce que ça veut dire que vous allez changer de stratégie dans ce débat ? Non, on dépose les amendements qui sont utiles dans le débat que l'on mène. Mais c'est quand même beaucoup moins que par le passé. Que sur certains autres textes, vous avez raison. Mais tout simplement parce qu'on a préféré cibler nos amendements sur notamment des amendements de création de nouvelles recettes. Je reviendrai sur la stratégie parlementaire si vous voulez, mais le principe, le cadrage, on va dire, de la discussion pour nous, c'est que les 60 milliards d'euros d'économie que veut faire le gouvernement, d'abord, il faut quand même dire que c'est précisément les 60 milliards d'euros de recettes de l'État en moins par an depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. C'est exactement le même chiffre. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, l'État s'est assis sur 60 milliards d'euros de recettes. C'est la conséquence de la suppression. Mais sur la stratégie parlementaire, parce que c'est ce que vous demandez. Non, mais attendez, donc on a l'habitude de vous voir avec plein d'amendements, et puis là, il y en a moins. Là, ça donne presque le sentiment que vous laissez le leadership aux socialistes qui en déposent presque 2 fois plus. Vous êtes quand même c'est assez amusant cette discussion. C'est-à-dire quand on dépose beaucoup d'amendements, on en dépose trop et c'est un problème. C'est quoi votre stratégie ? Mais notre stratégie, elle est simple, on fait ce qui est nécessaire pour pouvoir faire en sorte que ce budget soit radicalement transformé. Et pour qu'il soit radicalement transformé, ça veut dire qu'il faut supprimer toute une partie des mesures qui sont prévues dans ce budget parce qu'elles vont toucher en particulier les classes populaires et les classes moyennes, contrairement aux engagements qu'avait pris le gouvernement, contrairement aux lignes rouges qui soi-disant avaient été fixées par la droite, l'extrême droite, etc. Il y a dans ce budget des mesures qui vont frapper les retraités, des mesures qui vont augmenter nos factures d'électricité. Tout ça. Donc notre stratégie, elle est simple.
supprimer les mauvaises mesures et y ajouter des recettes supplémentaires en revenant sur les cadeaux qui ont été accordés par Emmanuel Macron aux plus riches et aux grandes entreprises depuis 2017. On va parler de ces mesures du budget. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui a revendiqué une victoire idéologique sur ce budget en faisant référence aux 2 mesures phares, taxer les plus riches, taxer les grandes entreprises qui font des profits. Ça veut dire que LFI va voter ces 2 mesures-là ? Toutes les mesures qui vont permettre de rompre avec ce qu'a été la doxa depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire non, surtout pas mettre à contribution davantage les plus riches ou les grandes entreprises, toutes les mesures qui vont dans cette direction, bien évidemment que... Si elles sont insuffisantes ? Non mais on parlait de stratégie parlementaire, nous allons faire des amendements pour faire en sorte qu'il y ait davantage de mesures qui frappent les plus riches du pays ou les grandes entreprises qui ont été gorgées d'argent public ces dernières années. Nous ferons des amendements pour établir l'impôt de solidarité sur la fortune, pour établir ce qu'on appelle l'exit tax, pour donner un exemple, pour revenir sur un certain nombre de, Alors on va aller sur les réductions de exemples précis. cotisations Julie Marie Lecomte. Par exemple, Manuel Bompard, l'augmentation de la taxe sur le gaz, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Je suis contre. Je suis contre. Je suis contre l'augmentation sur le gaz, je suis contre l'augmentation sur l'électricité qui sont prévues dans ce budget. Et le malus sur les voitures thermiques. Mais ça dépend. S'il s'agit à l'achat, s'il s'agit pour les nouvelles voitures, à l'achat, de dire que les voitures, notamment les grosses cylindrées qui ont un impact désastreux sur l'environnement, doivent coûter plus cher, j'y suis pas hostile. Mais en l'occurrence, quand on parle, des mesures sur le gaz ou sur l'électricité, c'est des mesures qui très concrètement vont se traduire par le fait que les gens vont voir leur facture de gaz ou leur facture d'électricité augmenter. Donc ça veut dire que pour l'instant, la fin du mois doit primer sur la fin du monde, c'est ça Non, les deux doivent aller ensemble. Si les mesures touchent les classes moyennes, les classes populaires... Non, mais attendez. Je comprends votre question, mais il faut prendre le budget dans sa globalité. Le budget dans sa globalité, du point de vue de l'urgence climatique et environnementale, ce budget est une catastrophe. Les mesures, parce que vous pouvez dire il va y avoir des mesures qui vont taxer un peu plus le gaz. Par exemple, il y a une réduction des moyens qui sont accordés à la rénovation thermique des bâtiments dans ce budget par rapport au budget de l'année précédente, alors que tout le monde dit qu'il faut augmenter nos efforts sur ce sujet. D'un point de vue écologique, ce budget est une catastrophe. Ensuite, je vous dis que les mesures écologiques qui doivent être mises en place ne peuvent pas se faire au prix de plus de difficultés sociales pour des catégories de la population qui souffrent déjà beaucoup des difficultés. Il va falloir trouver l'équilibre. Il va falloir trouver l'équilibre. Écoutez, l'équilibre, il est assez simple, monsieur Letellier. Les prix de l'électricité, ils ont augmenté de 40% depuis 2022. Voilà. Donc vous n'allez pas en plus aller encore dire aux gens votre facture d'électricité va coûter plus cher. L'électricité, mais comme disait Julie, sur les moteurs thermiques. Vous dites sur les moteurs thermiques, je vous ai répondu, je ne vous ai pas répondu par la négative. Mais attendez, si vous voulez cibler les efforts au bon endroit pour la transition écologique, je suis désolé de vous le dire, c'est pas aux classes populaires, c'est pas aux ménages qu'il faut s'attaquer en priorité, c'est aux grands groupes, c'est aux grandes entreprises qui, elles, ne respectent aucun des objectifs d'un point de vue environnemental. C'est elles qui doivent être mises à contribution. Hugo Couturier, ça réagit chez vous. Justement, il y a une remarque dans le chat, monsieur le député, de Stéphane qui dit « Il faut remettre à plat le crédit d'impôt recherche, c'est donné à des boîtes qui font zéro recherche ou innovation. Je sais, il y a la mienne notamment. » Je suis d'accord sur le fait qu'il faut remettre à plat, on parlait de Sanofi tout à l'heure, le crédit impôt recherche, qui bien souvent est capté, d'abord une grande partie de ce crédit impôt recherche est capté par des très grands groupes qui ne l'utilisent pas pour financer de la recherche et du développement. Donc oui, là par exemple, si on veut faire des économies, puisqu'apparemment il faut faire des économies, là il y a des économies majeures. Il faut supprimer le crédit impôt recherche. Pas forcément les supprimer tel quel, parce que l'idée d'aider des petites entreprises à faciliter leur recherche et le développement, personne ne peut être opposé à cette idée, sauf qu'aujourd'hui c'est un effet d'aubaine pour des grands groupes qui n'ont pas besoin de ça, et le crédit impôt recherche c'est de l'argent public qui leur est accordé et qui est ensuite reversé directement aux actionnaires. Olivier Pirou. Alors, vu la configuration de l'Assemblée nationale où vous avez la majorité relative, je précise relative, pour faire passer ce budget, le gouvernement va avoir besoin d'utiliser le 49.3. Est-ce que vous déposerez une motion de censure à chaque fois? Moi, je vais vous dire, je réponds très simplement à votre question. Oui ou non? À chaque fois que le gouvernement utilisera une motion, un 49.3, les insoumis déposeront une motion de censure. Mais la dernière motion de censure du nouveau Front populaire, elle a échoué. Elle a échoué pourquoi? Parce que le Rassemblement national a décidé de ne pas la voter. Est-ce que vous devez les convaincre, et comment les convaincre, ces députés du Rassemblement national? Mais moi, quand je dépose avec mes collègues une motion de censure, c'est pour convaincre une majorité de députés de la voter. Maintenant, je pense que la question qui devrait nous être posée, c'est comment on peut avoir été élu comme les députés du Rassemblement national l'ont été,
sur l'idée qu'il voulait rompre avec la politique d'Emmanuel Macron. Comment peut-on avoir été élu autour de cet objectif et servir de béquille à la continuité de la politique macroniste en France? Mais je ne fais d'appel à personne. J'interroge les contradictions des uns et des autres. Justement, le Rassemblement national, la semaine dernière, a empêché l'inscription à l'ordre du jour de la motion de destitution et a maintenu et a permis à ce gouvernement de commencer à mettre en place sa mauvaise politique. Le problème va se poser pour vous quand le Rassemblement national déposera sa motion de censure. Vous n'allez pas la voter puisque vous vous répétez partout mais que nous vous aurons la nôtre. Olivier Perrault, pourquoi en voter une? Justement, est-ce que ça ne revient pas à la même chose? Vous serez aussi l'assurance vie du gouvernement à ce moment-là. Ah, attendez, on va dire les choses de manière très simple. D'abord, la semaine dernière, le Rassemblement national n'a pas déposé de motion de censure. Vous en êtes d'accord? Donc, et nous en avons déposé une. Vous en êtes d'accord? Attendez. Prenons les choses étape par étape. La semaine dernière, les seuls qui ont déposé une motion de censure, c'est le nouveau Front Populaire. Vous en êtes d'accord? Et le Rassemblement national ne l'a pas voté. Donc je vous dis, le Rassemblement national a permis au gouvernement de Michel Barnier de commencer à mettre en place son budget avec toutes les mauvaises mesures dont nous avons parlé, qui vont frapper les retraités, qui vont frapper les classes populaires et les classes moyennes. Vous répondez pas à ma question. Êtes-vous prêt à voter une motion de censure du RN? Mais pourquoi je voterai une motion de censure d'un groupe qui a 120 députés alors que nous-mêmes nous allons déposer un groupe alors que nous en avons 190? Pour faire tomber le gouvernement. Mais très bien, mais pour faire voter le gouvernement, faire tomber le gouvernement, il suffit qu'une majorité de députés vote en faveur de la motion de censure que nous déposons. C'est ça. Non, chacun son tour. Vous pensez que le gouvernement de Michel Barnier va tomber sur ce débat budgétaire? Je pense que le plus probable, c'est qu'il ne survive pas à l'examen du budget. D'abord parce qu'une motion de censure peut être adoptée, et puis par ailleurs, parce qu'on a quand même vu la semaine dernière à quel point les contradictions inhérentes à la majorité soi-disant relative qui soutient Michel Barnier sont très puissantes. J'ai entendu ce qu'a dit M. Attal, j'ai entendu ce qu'a dit M. Darmanin, qui sur un certain nombre de points du budget de Michel Barnier, qu'ils sont censés soutenir, ils critiquent et ils disent qu'il n'est pas question pour eux de voter. Et la semaine dernière, l'élection d'Aurélie Trouvé à la présidence de la Commission des affaires économiques a quand même été la démonstration que la soi-disant coalition qui soutient Michel Barnier est déjà totalement chancelante. Vous avez dit tout à l'heure, à chaque 49.3, une motion de censure des Insoumis. Des Insoumis ou du nouveau Front Populaire? Écoutez, moi je ne peux répondre que pour le groupe. Est-ce que vous serez suivi par les socialistes et communistes et les écologistes? Je le souhaite. Mais vous n'êtes pas sûr de ça? Je ne veux pas parler à leur place, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les Insoumis, on a la possibilité de déposer des motions de censure. En tout cas, à chaque fois, nous déposerons des motions de censure avec tous ceux qui veulent les déposer. Mais le avec cas échéant, vous assumerez de faire tomber le gouvernement avec le Rassemblement national après le Front républicain? Eh oui, mais madame, en France, nous ne sommes pas, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, quand vous déposez une motion de censure, vous devez présenter une majorité alternative. C'est pas le cas en France. Donc vous pouvez à la fois faire tomber un gouvernement parce qu'il y a des voix de différents groupes politiques, ça ne veut certainement pas dire que vous avez l'intention de gouverner ensemble. Vous choisissez un peu vos combats quand même, puisque faut absolument voter la vôtre, mais celle du Rassemblement national. Mais je ne choisis pas mes combats, je cherche à faire tomber. Non mais là, pardonnez-moi, c'est vous qui choisissez vos questions, parce que vous m'interrogez sur quelque chose qui n'existe pas. Pour l'instant, le Rassemblement national n'a jamais déposé de motion de censure depuis que Michel Barnier est arrivé à Matignon. Donc excusez-moi de vous dire que moi je déposerai des motions de censure et que je voterai les miennes. Alors c'est pas une motion de censure, mais là l'information vient de tomber. La motion de rejet préalable de votre parti, la France Insoumise, sur les résultats de la gestion et de l'approbation des comptes publics de 2023 vient d'être adoptée avec les voix du RN. C'est une victoire pour vous quand même? Mais bien sûr. Mais attendez, quand je dépose une motion de rejet, enfin qu'est-ce que c'est? Forcément, mon objectif c'est qu'elle soit adoptée. Vous pouvez dire avec les voix du RN. Je peux vous dire que le groupe Lyotte, j'ai pas les résultats du vote, mais il me semble que le groupe Lyotte, si je crois ce qu'ils disaient en tout cas dans leurs interventions, l'a sans doute voté aussi. Vous pourriez me dire que ça a été adopté avec les voix du groupe Lyotte, par exemple. Vous ne voulez pas faire un barrage républicain contre Lyotte? Mais ce n'est pas le sujet. Enfin, moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez demander aux députés du Rassemblement national de ne plus pouvoir voter? Ils sont là dans l'hémicycle. Donc s'ils votent en faveur ou s'ils votent contre, ça leur regarde eux. Moi, je porte les combats sur la base des convictions politiques qui sont les miennes. Je pense que ce budget est mauvais, donc je pense que ce budget ne doit pas voir le jour et j'utilise les moyens à ma disposition pour faire en sorte qu'il ne voit pas le jour, tout simplement. Voilà pour le budget. Il y aura une nouvelle loi sur l'immigration en 2025. Elle a été annoncée hier par la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Et c'est reparti pour un tour, j'allais dire, Julie. Et est-ce que pour une fois, Manuel Bompard, vous êtes d'accord avec Gabriel Attal? Ce n'est pas totalement la priorité. J'aimerais vous dire oui, mais je vais même vous dire que ce n'est pas du tout la priorité. Non, écoutez, d'abord, il y a eu une trentaine de lois sur l'immigration depuis 40 ans en France.
Et tous la les 2 ans à dernière, peu près. elle date de l'année dernière. Moi, j'étais contre. Mais bon, la moindre des choses, peut-être, c'est quand on vote des lois, d'essayer d'évaluer si ça sert à quelque C'est-à-dire chose que même ou vous, pas vous dites, avant d'en faire une attendons de nouvelle. voir ce que produit la loi. Non, de je vous dis dernière pas que j'attends de voir ou que j'espère quoi que ce soit de cette proposition, de cette loi adoptée l'année dernière. Je dis juste qu'il faut arrêter d'empiler les lois les unes sur les autres sans à aucun moment se poser la question de leur impact et de savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Pour le reste, tout le monde a bien compris que c'est le petit cadeau que Michel Barnier fait au Rassemblement national en espérant par là même que le Rassemblement national ne les censure pas et que ainsi Michel Barnier puisse passer Sauf que l'étape Jordan du Bardella ce budget. matin a Tout le dit monde non, l'a non, compris. c'est pas du tout le calcul. Hein. Oui, oui. Il se laisse la liberté. Plutôt Retailleau qui se fait un cadeau Jordan à lui-même. Bardella dit beaucoup de choses, c'est pas pour ça que c'est une vérité. En tout cas, je pense que tout le monde a compris que c'était ça l'objectif. Vous savez, souvent on me dit oui, mais l'immigration c'est la priorité des Françaises et des Français. Moi j'ai regardé les baromètres de priorité des Français encore ce week-end. La première des priorités c'est le pouvoir d'achat. Bizarrement, il n'y a pas une loi sur le pouvoir d'achat chaque année en France. Pourtant, si on faisait en fonction des priorités des Français, c'est ce qu'on devrait faire. Moi je préfère qu'on fasse une loi sur le pouvoir d'achat. Si le gouvernement passe. La seule mesure qu'on connaît pour l'instant, c'est l'augmentation de la durée de placement rétention, 90 jours à 210 jours, quasiment 7 mois. J'ai vu. C'est non, absolument non Absolument. pour vous. Absolument. Et je trouve que la manière avec laquelle... C'est un petit peu plus qu'en Allemagne, beaucoup moins qu'en Italie par exemple. Oui, si vous voulez qu'on calque notre politique migratoire sur le gouvernement de Mme Mélanie, issue de l'extrême droite... C'est ce qui est en train de se passer selon vous en France. C'est ce que vous venez de dire, puisque vous venez de dire que la durée... Non, attendez, je réponds sur le fond du sujet. Moi, je suis radicalement opposé. Et la manière avec laquelle on a essayé de faire croire que toutes les personnes qui sont dans des centres de rétention administrative aujourd'hui sont des délinquants est tout simplement honteuse. Mais les 210 jours, Manuel Bompard, l'essentiel des personnes qui... Attendez, laissez-moi terminer de répondre à une question. L'essentiel des personnes qui sont aujourd'hui en centre de rétention administrative, c'est des familles, c'est des déboutés du droit d'asile, c'est parfois des enfants, et dire qu'on va les enfermer pendant plus de 200 jours, je trouve ça mais complètement scandaleux. Alors, le gouvernement dit que les 210 jours, ce sera pour les criminels sexuels, les profils dangereux, avec l'objectif donc de se donner assez de temps pour obtenir le laissez-passer consulaire qui permettra de les renvoyer dans leur pays. Ça veut dire que se donner les moyens d'expulser un migrant condamné pour un crime sexuel, vous êtes contre. Mais là, c'est vous-même qui faites une analogie entre le fait qu'en amenant la durée à 210 jours, on va se donner davantage de moyens. Je ne le crois pas du tout. Si un pays refuse de délivrer un laissez-passer consulaire au bout de 100 jours, qu'est-ce qui vous dit qu'au bout de 200 jours, il l'aura délivré? Strictement rien. Ou alors, si je suis votre logique, dans ce cas-là, peut-être qu'il va falloir enfermer à vie en centre de rétention administrative tant que le laissez-passer consulaire aura été délivré. Vous savez bien que ce n'est pas le problème. Et y compris dans les drames qu'on a connus ces dernières semaines, parce qu'on a eu des drames sur le sujet, la durée maximum d'enfermement en centre de rétention administrative n'avait pas été atteinte. Mais le laissez-passer consulaire est arrivé le lendemain de l'assassinat. Oui, mais la durée maximum telle qu'elle est prévue par la loi d'enfermement en centre de rétention administrative n'avait pas été dépassée. Donc c'est démagogique d'essayer de faire croire aux gens qui nous écoutent qu'en augmentant la durée dans laquelle on peut être en centre de rétention administrative, on va régler le problème de la réception des laissez-passer consulaires. Je ne pense pas du tout que ça soit la solution. Si Michel Barnier tombe, si la gauche peut constituer un gouvernement sur l'immigration, vous faites quoi demain ? D'abord, on évalue un petit peu ce qui a été fait. J'ai parlé de 30 lois sur les 40 dernières années. Peut-être qu'on peut... Donc rien de plus. Non, attendez, d'abord, vous savez, après d'abord, il y a ensuite, généralement, dans une phrase. Donc si on commence par d'abord, c'est parce qu'on essaie quand même de faire des choses en regardant l'impact de ce qui a été fait précédemment. Et la vérité, c'est qu'on empile les lois sur ce sujet, toujours dans la même logique. Et ça ne fonctionne pas. Donc je dis qu'il faut changer de logique. Changer de logique, ça veut dire garantir les conditions d'un accueil digne pour les gens qui arrivent en France. On a été capable de le faire, par exemple, pour les Ukrainiens. Ça s'est très bien passé. On a accueilli 110 000 réfugiés ukrainiens en France. Ça s'est très très bien passé. Pourquoi ? Parce qu'on a créé les conditions pour que cet accueil soit digne. Et puis ensuite, ça veut dire travailler sur les causes du départ. Les gens qui partent, qui quittent leur pays, qui partent de leur famille, ils ne le font pas par bonheur, ils ne le font pas par plaisir, ils le font parce qu'ils sont poussés dehors. Ils sont poussés dehors parce qu'on a des... Attendez, on m'a demandé de donner une réponse, donc j'essaie de la donner. Vous ne baisserez pas l'aide au développement, par exemple? Mais non, mais par exemple, et puis la question des accords économiques qui sont passés, par exemple, avec un certain nombre de pays. Par exemple, ils ont fait des accords de pêche inégaux avec le Sénégal, par exemple. Ça pousse des gens après à partir. Et justement, Olivier, vous proposez un contre-budget. Le NFP propose un contre-budget. Pourquoi vous ne proposez pas une contre...
Ou est-ce que vous allez le faire peut-être? On a Contre-réforme de loi l'immigration. immigration. Écoutez, à plusieurs reprises dans la mandature précédente, nous avons fait des contre-projets au projet de loi du gouvernement sur l'immigration et Ici. il n'y a aucune difficulté à le faire à nouveau. Mais attendez d'abord qu'on vérifie si le gouvernement va tenir jusqu'à l'examen de cette loi sur l'immigration, ce dont je doute fortement. Et justement, parce que là où vous avez raison tout de suite, vous disiez que le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Mais en l'état, aux dernières élections européennes, un vote sur 3 Français était lié au sujet, enfin, la préoccupation pour ce vote était justifiée par le sujet de l'immigration pour un tiers des électeurs aux européennes. On a l'impression que vous en parlez peu. Là, vous venez de développer beaucoup d'idées, etc. Mais j'ai regardé votre programme, les livrets thématiques, le livret migration du programme LFI. Ah oui, il y en a un. Non, mais j'ai la preuve qu'on en parle. Vous ne parlez pas des OQTF, par exemple. Il n'y a pas le mot OQTF une seule fois dans ce livret migration. Mais c'est pas parce qu'il y a une logique aujourd'hui qui est à l'œuvre, qui s'appuie sur l'idée que pour lutter contre le problème, puisque c'est comme ça que c'est présenté dans le débat public de l'immigration, la logique devrait être une logique d'essayer d'empêcher les gens de rentrer. Ça, c'est la logique qui est à l'œuvre aujourd'hui. Donc on multiplie les décisions sécuritaires, etc. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne logique. Je pense que la bonne logique, c'est de se poser la question de savoir comment on fait en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir. Donc mes propositions ne sont pas les mêmes, effectivement, que celles qui sont défendues aujourd'hui par la droite et par l'immigration n'est pas un tabou à gauche. L'immigration, la question de l'immigration n'est pas un tabou, bien évidemment, on n'a pas de difficulté à en parler. Mais pourquoi on en parlerait toujours avec le vocabulaire de la droite et de l'extrême droite? Moi, par exemple, je pense qu'il faut régulariser l'ensemble des travailleuses et travailleurs sans papier, l'ensemble des personnes qui ont un contrat de travail. Parce qu'en vérité, c'est la grande hypocrisie de ce pays, c'est qu'il y a des gens sur qui on compte pour occuper un emploi sur 10 en France est occupé par un travailleur immigré. Alors moi, je vais vous dire, plutôt que de les dénigrer à longueur de journée, alors de ce de les point de vue, remercier. vous dites la même chose que certains grands patrons. Le patron de Stellantis dit « moi j'ai besoin de main-d'œuvre immigrée aussi ». Ou peut-être que c'est lui qui dit la même chose que moi. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Sans doute pas pour les mêmes raisons. Alors justement. Sans doute pas pour les mêmes raisons. Moi, je vous dis juste qu'il y a des travailleurs aujourd'hui qui occupent des fonctions essentielles à la vie de la nation et qui sont maintenus dans l'illégalité, dans la clandestinité, qui payent des cotisations sociales, qui contribuent à la solidarité nationale, mais qui n'en bénéficient pas. Je trouve que cette hypocrisie est scandaleuse. Hugo Couturier. Oui, monsieur Bompard. Bon, le chat est à fond derrière vous. Voilà. Ah, vous avez les insoumis dans le chat. Et moi, j'aimerais vous poser une question sur les CRA. On a vu plusieurs centres de rétention administrative. On a vu plusieurs de vos députés visiter des CRA, comme Antoine Léaumont ou Ercile Assoudé. Les CRA, c'est les centres de rétention administrative. Exactement. Vous êtes terrible, vous, de parler en acronyme. Ah, mais on ne comprend rien. Alors, allez-y. C'est ça, Twitch. Non, justement, certains militants de gauche ont pris à partie Antoine Léaumont du fait qu'il soit allé visiter des CRA en disant que c'était scandaleux, qu'il ne faut pas tolérer les CRA. Les centres de rétention administrative. Oui, encore une fois. Pour vous, est-ce que vous êtes pour la suppression des centres de rétention administrative? Et il y avait une autre question qu'on vous demandait, quid des OQTF? Est-ce que vous êtes pour une refondation du système, une refondation du système des OQTF? Il y a beaucoup de questions là. D'abord, je veux dire que des parlementaires fassent valoir leur droit de visite, comme ils le font, on a la possibilité en tant que parlementaire d'aller visiter des prisons ou d'aller visiter des centres de rétention administrative. C'est précisément avec l'objectif de vérifier les conditions de détention. Donc que certains critiquent le fait qu'un député aille visiter les conditions de rétention dans les centres de rétention administrative me semble assez particulier. Pour le reste, oui, moi je suis pour une refonte du système des OQTF. On voit bien aujourd'hui qu'on délivre en France à tour de bras des OQTF qui, la plupart d'entre elles, ne sont pas exécutées et je pense que c'est un mauvais système. Or, j'observe qu'on est toujours dans la même idée. Encore une fois, c'est toujours la même logique. Par exemple, est-ce que vous savez que la durée de détention dans les centres de rétention administrative a déjà été durcie 8 fois par la loi? Déjà 8 fois. Et pourquoi le faire une 9e fois va-t-il régler quelques problèmes? Et sur la suppression des CRA, vous n'avez pas répondu. Pour ou contre? Moi, je pense que l'enfermement dans les centres de rétention administrative, par exemple, je sais qu'on enferme aujourd'hui des mineurs. Nous, on avait porté des amendements pour dire ça, c'est inacceptable, franchement. Mais sur la suppression de ces centres de rétention administrative, c'est pas ce qu'il y a dans notre programme à ce stade. Mais certains à gauche le réclament. Je sais, et je comprends aussi la logique qui consiste à le réclamer, parce qu'encore une fois, c'est pas dans votre programme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait croire aux gens que si vous êtes dans un centre
centre de rétention administratif. Aujourd'hui, vous êtes un délinquant, vous n'êtes pas un délinquant. Vous êtes juste une personne qui a été déboutée du droit d'asile. C'est pas des gens qui ont violé qui ont violé la loi, pas du tout. Ce sont des gens qui se retrouvent dans une attente de retour dans leur propre pays. Donc les traiter comme des délinquants, c'est scandaleux. Un mot sur Bruno Retailleau, qui a multiplié les déclarations depuis sa nomination au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il fait toujours partie de l'arc républicain à vos yeux ? Écoutez, pour moi, il n'en a jamais fait partie. À partir du moment où vous êtes ministre de l'Intérieur, après avoir dit, par exemple, puisque c'est des propos que M. Retailleau avait utilisés, qu'il y avait en France des Français de papier, qui est précisément le vocabulaire qui est traditionnellement celui de Jean-Marie Le Pen. Ou quand vous avez dit qu'il y aurait en France des gens qui sont dans une régression vers des origines ethniques, je cite la phrase qui a été employée par Bruno Retailleau, excusez-moi de vous le dire, peut-être que ça va choquer, mais parler à propos de personnes de régression vers des origines ethniques, ça s'appelle tout simplement du racisme. Et ben, je pense que quand on est raciste, on n'est pas dans l'arc républicain. On va parler maintenant du conflit au Proche-Orient qui s'étend au Liban, où Israël dit vouloir combattre le Hezbollah. Mais entre les deux, il y a les soldats de la FINUL, ce sont les casques bleus de l'ONU, justement là pour assurer la sécurité à la frontière entre le Liban et Israël depuis 40 ans. Olivier, c'est évidemment une question aussi centrale en ce moment. Et notamment en termes de diplomatie. Alors vous venez de le rappeler, dimanche 13 octobre, 2 chars ont enfoncé le portail d'une base des casques bleus de la FINUL au Liban. Quelques jours plus tôt, c'était l'armée israélienne qui blessait 5 casques bleus de cette force d'interposition. Quelles sanctions diplomatiques réclamez-vous contre le gouvernement israélien ? Des sanctions économiques contre le gouvernement de M. Netanyahou. On a été capable de le faire à l'égard du régime russe après l'invasion russe en Ukraine. La suspension de l'accord de coopération économique qui existe aujourd'hui entre l'Union européenne et Israël, c'est un des accords les plus avantageux pour Israël qui peut exporter ses produits au sein de l'Union européenne sans quasiment aucun droit de douane. Donc vous avez là un levier d'action et la décision de décréter un embargo sur les livraisons d'armes. Voilà comment on peut agir concrètement, sinon on fait du bruit avec sa bouche. Et je trouve que le gouvernement, la diplomatie française fait du bruit avec sa bouche. On va écouter Emmanuel Bompard à ce propos, le président de la République qui s'est exprimé justement récemment 2 fois de suite sur le sujet. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne tolérons pas que cela se reproduise. Ça, c'est une parole qui compte, celle du président de la République. Bah non, elle ne compte pas, puisqu'il a dit ça après la deuxième, sauf erreur de ma part, attaque qui a visé une base des Nations Unies, parce que la FINUL, c'est les Nations Unies. Elle ne compte pas, mais enfin, pour vous, elle va dans votre sens. Et il y en a bien eu une troisième. Elle va dans votre mais sens. bien sûr qu'elle va dans mon sens. Mais moi, ce que j'attends quand même du président de la République et de la diplomatie française, c'est quand la France dise quelque chose sur la scène internationale, que c'est une influence sur le déroulé des événements. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Et pour ça, il faut utiliser les leviers d'action qu'on a à notre disposition pour créer un rapport de force. Alors, et je vous en ai donné 3 exemples tout à l'heure. Un des leviers diplomatiques, c'est justement l'intervention de ces casques bleus. Est-ce que vous considérez qu'il faut augmenter le contingent des casques bleus au Liban aujourd'hui pour sécuriser la région ? Mais d'abord, il faut les protéger. Enfin, vous n'allez pas demander d'envoyer encore plus de casques bleus. C'est compliqué parce que les casques bleus sont là pour protéger. Si on protège ceux qui protègent, ça va être compliqué. Non, mais d'accord, mais pour les protéger, excusez-moi, l'action, le levier d'action, il est diplomatique, encore une fois. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quand M. Netanyahou va pouvoir faire ce qu'il veut, quand il veut, sans que personne ne lui dise rien. La question, c'est est-ce qu'il faut envoyer plus de casques bleus ou pas ? Mais je ne sais pas, moi je ne suis pas à l'Organisation des Nations Unies. Mais justement, je vois bien. En 2022, attendez, ne me dites pas que je ne vous ai rien dit sur ce sujet, je vous ai donné 3 exemples de ce que la France peut faire pour faire en sorte que ça s'arrête. Je vais vous donner un autre exemple. En 2022, quand la Russie envahit l'Ukraine et menace les réacteurs nucléaires, Jean-Luc Mélenchon réclame l'intervention des casques bleus. Oui, sur les réacteurs nucléaires, comme nous l'avions dit à l'époque, pour essayer de commencer. Attendez, mais les réponses, elles s'évaluent au regard de la complexité. Il y a déjà des casques bleus sur place. Il en manque. Il n'y en a pas assez. Donc je n'en sais rien, moi. Je suis pas fermé à l'idée qu'il puisse y avoir plus de casques bleus. Mais aujourd'hui, il y en a déjà sur place. Et on voit bien que malheureusement, ça ne règle pas le problème. Si vous voulez régler le problème, il faut augmenter le niveau du rapport de force avec M. Netanyahou pour qu'il arrête. L'objectif, ça doit être, c'est pas de d'envoyer des casques bleus. L'objectif, c'est d'obtenir un cessez-le-feu global dans la région, à Gaza et au Liban. À l'inverse, Manuel Bompard, puisqu'ils sont aujourd'hui menacés, ces casques bleus, est-ce qu'ils devraient se retirer pour des raisons de sécurité ? Je ne le souhaite pas, parce qu'ils ont une mission à mettre en œuvre. Et cette mission, elle n'est pas terminée.
Oui, ça fait ce plus serait 40 ans que ça dure. Ce serait un échec que les casques bleus soient contraints de se retirer. Et ce serait quand même dramatique que la France, mais pas seulement la France, toutes les puissances qui sont intégrées dans la finule ne soient pas en capacité de faire respecter de la part du gouvernement israélien une règle simple, c'est qu'on ne s'attaque pas à des casques bleus. Ça me paraît quand même être une évidence. Netanyahou veut que les casques bleus partent. Bah oui, c'est son objectif. Que la finule parte, vous vous dites qu'il faut que les casques bleus restent. Bah, je le pour souhaite. ne pas céder à oui. Netanyahou, mais dans les conditions actuelles, il reste pour faire quoi? Bah, il reste pour faire la raison pour laquelle ils sont là-bas, c'était protéger le sud Liban et la frontière. Et ils avaient une mission. Non mais d'accord, mais la solution, c'est pas qu'ils partent. La solution, c'est que Netanyahou arrête. Je ne sais pas comment le dire, je peux le redire 4 fois, 5 fois. Il faut des sanctions. Est-ce que la France Oui. elle-même, d'après vous, doit prendre des sanctions Oui. si l'Europe ne suit pas? Parce que l'Europe est divisée. Est-ce que la France... Non mais attendez, les seule... mesures dont je vous ai parlé, c'est des mesures que la France peut prendre seule. Enfin, je veux dire, infliger des sanctions, c'est mieux de le faire à l'échelle européenne, ça aura plus de poids et plus d'impact. Mais oui, la France doit le faire seule si c'est nécessaire, de la même manière que la France peut décider seule de reconnaître officiellement l'État de Palestine. L'Espagne l'a fait il y a quelques mois. Pourquoi la France ne le fait mais pas? est-ce que la France seule, ça suffit? Mais je ne sais pas si ça suffit, mais au moins ça permet de faire quelque chose quand même, parce que sinon on fait quoi? On fait rien et on contemple comme ça le massacre de plus de 40 000 personnes à Gaza et de plus de 2000 Libanais qui sont déjà morts sous les bombardements de l'armée israélienne, et on dit rien, alors que la France est soi-disant une voie de la paix qui compte dans le monde, que la France et le Liban ont des relations qui sont des relations d'amitié depuis des années et des années. Benyamin Netanyahou lui-même, personnellement, il faut des sanctions contre lui. Bah, je suis favorable à ce qu'il y ait des sanctions qui frappent le gouvernement israélien et M. Netanyahou lui-même, bien évidemment. Mais je vous rappelle que M. Netanyahou fait l'objet d'une demande de la part du procureur de la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt comme criminel de guerre. Enfin, c'est de ça dont on est en train de parler. Donc peut-être que la France pourrait hausser quand même le niveau de rapport de force avec lui, tout simplement pour faire en sorte que la paix arrive le plus rapidement possible. Et Clément. Ça fait 20 ans que Benyamin Netanyahou est Premier ministre, même plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que la situation pourrit littéralement jusqu'à arriver à ces crimes de guerre qui sont commis par Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'une intervention potentiellement militaire pourrait être une intervention contre lui? Puisque visiblement, ça fait 1 an que tout le monde dit qu'il faut qu'il arrête, il continue. Est-ce qu'une intervention militaire, en dernier recours, pourrait être une solution? Écoutez, moi je suis pour la diplomatie. Vous savez bien que généralement la guerre augmente encore les difficultés. Donc je suis pour la diplomatie, et avant d'envisager ce type d'option, je préconise qu'on essaye d'abord de faire ce que l'on n'a pas fait pour l'instant, c'est-à-dire d'utiliser les leviers dont nous disposons. Il n'y a pas besoin de faire la guerre. Vous savez, si vous suspendez l'accord de coopération économique entre l'Union européenne et l'État d'Israël, je vais vous dire que M. Netanyahou va réfléchir à 2 fois avant de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Emmanuel Macron, à 2 reprises ces derniers jours, a demandé d'arrêter de vendre des armes à Israël. LFI, à plusieurs reprises, a accusé la France de vendre elle-même des armes offensives à Israël. Vous continuez d'accuser la France? Écoutez, d'abord, je me félicite qu'enfin le président de la République commence à comprendre quelque chose qui est assez simple, c'est que si vous voulez un cessez-le-feu et vous voulez que ça s'arrête, vous ne vendez pas des armes qui aident à tuer. Pour le reste, ce n'est pas LFI qui avait accusé. Il y avait eu une enquête d'un journal indépendant de mémoire, je vous dis ça de mémoire, je peux me tromper, c'était le journal Disclose, je crois, mais peut-être que je me trompe, qui avait effectivement pointé le fait qu'il y avait eu des composants utilisés dans la construction de fusils mitrailleurs qui avaient été utilisés à Gaza. Donc ce n'est pas des accusations gratuites de la France insoumise, c'était sourcé sur la base d'un travail d'investigation. Le ministre de la Défense, la semaine dernière, a redit que les seuls dispositifs militaires vendus par la France à Israël étaient à vocation défensive. Je sais, et il avait dit ça aussi avant l'enquête de vos collègues de ce journal Disclose. Donc peut-être n'avait-il pas dit complètement la vérité. Sur cette question des armements aussi, si vous souhaitez l'arrêt des ventes d'armes à Israël, c'est pour favoriser la paix. Ça veut dire que vous souhaitez aussi que l'Iran arrête d'alimenter en armes le Hezbollah? Non mais pour l'instant, qui attaque le territoire libanais? C'est l'État d'Israël et c'est l'armée israélienne. Et pour faciliter un cessez-le-feu, vous dites on ne peut pas vendre des armes si on veut qu'il y ait la paix. attaque également le territoire israélien. Non mais attendez. Après on reviendra dans ces détails si vous voulez, mais 97% des personnes qui sont mortes aujourd'hui dans l'affrontement entre Israël et le Liban sont des Libanais, madame. Donc, vous ne pouvez pas faire un signe d'égalité entre les actions de l'armée israélienne et l'action du Hezbollah. Maintenant, je vais être très clair. Si vous voulez, attendez, je vous interromps juste, Manuel Bompard, quand vous dites ça, parce que quelle différence vous faites entre les interventions de l'armée d'Israël et les roquettes du Hezbollah? Je vous ai donné juste un rapport chiffré sur le nombre. À part le chiffre, sur le fond.
D'abord, si vous voulez, on va reprendre l'histoire depuis le début, mais ça va nous prendre un petit peu de temps. Mais le droit à la sécurité d'Israël, par exemple. Mais moi, je vais vous dire les choses de manière très simple. Moi, je suis pour qu'on crée les conditions de la paix, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un État palestinien, d'avoir la possibilité pour Israël de vivre en paix et en sécurité. Et de se défendre. Et de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du Liban. Ça doit être notre objectif. Et aussi, même chose pour Israël, l'intégrité d'Israël. L'intégrité d'Israël sur la base des frontières qui sont reconnues par le droit international, c'est-à-dire les frontières de 1967. C'est ces frontières-là qui sont reconnues par le droit international. L'objectif, ça doit être d'arriver à cette solution. Si vous voulez arriver à cette solution, donc c'est un accord de paix, et bien évidemment que dans un accord de paix comme celui-ci, il doit y avoir des garanties de sécurité pour les différentes parties. J'ai pas de difficulté avec ça. Mais le point de départ, c'est un cessez-le-feu global. Le point de départ, c'est le respect du droit international. C'est-à-dire qu'Israël doit se retirer des territoires occupés illégalement en Cisjordanie. Parce que parfois on nous dit c'est le Hezbollah, puis après on nous dit c'est le Hamas. Mais excusez-moi, en Cisjordanie, il n'y a ni le Hamas ni le Hezbollah. Et pourtant, il y a encore des morts. Pourquoi ? Vous voyez ? Là, tout le raisonnement, toute la stratégie de communication de l'armée israélienne qui vise à essayer de justifier ses interventions militaires par le Hamas à Gaza et par le Hezbollah au Liban, elle ne tient pas en Cisjordanie. Sur la question de Clément, l'Iran doit arrêter aussi de fournir en armes le Hezbollah. Mais si vous voulez obtenir le désarmement du Hezbollah comme un objectif et le renforcement de l'armée libanaise, qui à mon avis doit être notre objectif à tous, la condition sine qua non pour y parvenir, c'est un cessez-le-feu, bien évidemment. Et le respect du droit international par toutes les parties. Hugo, et en l'occurrence par l'État d'Israël qui aujourd'hui ne le respecte pas. On va parler d'autre chose. Réponse rapide sur le sujet, sur le difficile les réponses rapides sur un sujet compliqué comme celui-là. Mais dites-moi. Mais sur le groupe d'études d'amitié, France-Palestine, on sait que c'est en travail. Est-ce que maintenant que vous êtes majoritaire au bureau, vous avez des dates sur la mise en place de ce groupe d'amitié France-Palestine ? Moi, je souhaite que ce groupe d'amitié, je ne suis pas membre du bureau de l'Assemblée nationale, mais je souhaite que ce groupe d'amitié puisse voir le jour le plus rapidement possible. C'est juste incompréhensible que ce groupe d'amitié n'existe pas aujourd'hui. Au-delà de ça, vous avez d'autres remontées sur votre chaîne ou tout à l'heure? On reviendra tout à l'heure vers vous. Alors, en tout cas, maintenant, on va accueillir face à vous Manuel Bompard, un homme de parole. Et vous le savez, la parole en politique, c'est primordial. Ça compte. Face à vous, Manuel Bompard, une tête bien faite aux multiples facettes. Passeur de savoir d'abord, normalien, agrégé de lettres, diplômé de Cambridge et de Sciences Po. Il est docteur en littérature et philosophie, maître de conférences. Passeur de textes aussi, metteur en scène, dramaturge et écrivain, 45 spectacles à son actif, fondateur du Centre des Arts de la Parole. Je fonde le Centre des Arts de la Parole avec cette mission essentielle, se parler plutôt que s'entretuer. Se parler pour se relier. Un projet décliné en manifeste avec ce livre, Il faut voir comment se parle, un diagnostic sombre sur l'état de santé de la parole aujourd'hui, car nous parlons de plus en plus, mais de plus en plus mal, le clash plutôt que le dialogue. Le mal vient de plus loin que les réseaux sociaux. Je pense que c'est une tendance de fond. Je pense que c'est lié à l'accélération du temps, c'est-à-dire qu'il s'agit de plus en plus de réagir, de rebondir, et la parole prend du temps. Demande de l'élaboration, de la nuance. Cas d'école, l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée il y a 1 an et demi. Il suffit de se retourner sur les semaines passées dans un lieu qui est censé porter la parole au plus haut, l'Assemblée nationale. L'Assemblée asociale est un joli lapsus. Voilà, l'absence de parole commune possible, c'est la fin de la société et la fin d'un espace commun. Un constat qu'il portera aux États généraux de la parole jeudi prochain. Ce soir, il vous interpelle Manuel Bompard. Face à vous, l'anticonflictuel Gérald Garuti. Et bonsoir Gérald Garuti, venez, on vous accueille sur ce plateau de l'Indice et politique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Je vous laisse vous installer face à Manuel Bompard, avec qui vous allez parler de politique, ou plus exactement du bien parler en politique. On parle des fois du bien manger, du bien boire, là on va parler du bien parler, c'est ça? Oui. Je vous laisse avec Manuel Bompard. Très bien, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, enchanté de vous retrouver pour un espace que j'espère non conflictuel. On va essayer, on va voir. Si possible. Je suis content de vous rencontrer parce qu'on a pu dire que la politique, c'est l'art de se choisir des ennemis. Je voudrais vous demander s'il est possible en politique de raisonner autrement. Moi, j'ai jamais considéré mes adversaires politiques comme des ennemis. J'ai jamais utilisé ce terme d'ailleurs. Par contre, la politique, la démocratie, c'est aussi la nécessité de choisir entre des options politiques différentes. Et donc, il y a des adversaires politiques, il y a parfois des concurrents. Mais des ennemis, non, moi, j'utilise pas ce terme.
Parce que moi, ce qui me frappe aujourd'hui dans cette situation, c'est qu'on est arrivé à une situation d'opposition généralisée, de conflits, de clash assez systématiques. Et il m'a semblé comprendre et entendre que cette logique de conflictualisation était une manière de raisonner, une manière peut-être même d'arriver au pouvoir. Moi, j'aimerais voir avec vous s'il y a une évolution possible sur ce champ-là. Des évolutions, hein. Moi je suis toujours ouvert à la discussion, mais d'abord il faut sans doute partir du bon point de départ, du bon diagnostic. La conflictualité au sens de contradiction entre des projets ou des idées politiques différentes, à mon avis, elle est inhérente à la démocratie. Faire croire que la démocratie, ce serait en quelque sorte le règne du consensus, c'est une vision de la démocratie qui n'est pas la mienne. Voilà, donc je pense que la conflictualité, elle est inhérente à la démocratie, à la nécessité d'éclairer les citoyens pour avoir à choisir entre les différents choix politiques qui s'offrent à eux. Premièrement. Deuxièmement, je sais que la France Insoumise a fait l'objet de beaucoup de caricatures. Mais vous savez, moi je crois que ce qui affaiblit la parole politique, personnellement c'est ma conviction, c'est davantage l'utilisation du vocabulaire en politique pour ne rien dire, le culte de la langue de bois, de ceux qui disent tout et son contraire dans la même phrase. D'accord avec ça, Gérald Garotti, vous faites le même moi je peux avoir un défaut, mais moi j'essaye de dire franchement ce que je pense. Oui, bien sûr, une parole vide de sens, langue de bois, les fameux éléments de langage corsetés qu'on a vu dérouler. D'ailleurs, on l'a vu pendant les débats, j'allais dire pour la présidentielle, mais pour la ministérielle, pour la première ministérielle à laquelle vous participiez d'ailleurs, que j'ai vu. Mais bien sûr, éléments de langage, mais moi j'ai été sensible par exemple au fait qu'il y avait une ligne de discours qui pouvait être tenue de façon, je dirais, un peu systémique, un peu systématique, indépendamment de ce qui pouvait se passer. Je vous donne un exemple au hasard. Nous appliquerons tout le programme et uniquement notre programme, quelles que soient les possibilités. Et comment est-ce qu'on peut faire une majorité quand on est minoritaire et qu'on refuse le compromis ou la coalition ? Ben justement, précisément, je crois que c'est une mauvaise compréhension, je pense, de ce que je crois, de ce que nous avons dit. Nous avons dit les choses de manière très simple. Nous avons dit il y a la mise en place d'un gouvernement. Et ce gouvernement, il doit refléter le résultat des élections. Aujourd'hui, parmi les 3 blocs qui se sont présentés aux élections législatives, il y a un bloc qui est arrivé en tête, c'est le Nouveau Front Populaire, donc c'est lui qui doit constituer le gouvernement. Et l'objectif, la base de ce gouvernement, c'est le programme du Nouveau Front Populaire, parce que c'est celui qui a le plus que les autres été choisi par les électrices et les électeurs. Puis ensuite, il y a la démocratie parlementaire, et c'est là où vous testez votre capacité à gagner des majorités. Et il est évident qu'à partir du moment où vous êtes dans un système de majorité relative, que si nous étions, et si le président de la République avait nommé Lucie Castet comme chef d'un gouvernement du Nouveau Front Populaire, nous aurions déposé des propositions de loi à l'Assemblée nationale et il y aurait eu des débats parlementaires et la recherche de compromis et de consensus, parce que c'était indispensable pour obtenir une majorité. Donc vous pouvez à la fois avoir une base gouvernementale qui est claire, qui est celle qui a été choisie par les électrices et les électeurs, et après vous pouvez avoir du débat parlementaire qui permet de créer des majorités. Je pense que l'un ne s'oppose pas à l'autre, en tout cas c'est ma conviction. Oui, ça j'entends bien si on rentre sur la question proprement politicienne par rapport au Parlement. Mais si on revient à ce qu'est la parole, et une parole de responsabilité, ce qu'on observe quand même aujourd'hui, c'est une défiance absolument radicale, le fait que personne n'est satisfait de la situation actuelle. On arrive à un état de clash permanent. Et je pense que raisonner en termes de, bien sûr, de camp, d'adversaires, c'est ce que vous faites, c'est le jeu politique. Mais la question du bien commun, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette question-là est passée à la trappe pour simplement des enjeux qui sont des enjeux extrêmement, j'allais dire, tranchés? Je ne le crois pas, mais je vais essayer de... Vous avez dit au début, je suis d'accord avec vous, la parole politique est extrêmement discréditée, etc. De quoi j'aurais l'air, si vous voulez, après avoir fait campagne en disant si vous votez pour moi en tant que député et mes collègues dans les autres circonscriptions, on va se battre pour l'augmentation du SMIC. Bon, de quoi j'ai l'air si je vous dis ah ben non, finalement on va gouverner, mais cette promesse qu'on a défendue dans la campagne, finalement elle n'existe plus parce qu'un tel ou un tel ne le veut pas. De quoi j'aurais l'air? Ma responsabilité, c'est de porter la parole des électrices et des électeurs qui m'ont confié un mandat. Or, la difficulté aujourd'hui, c'est pas le fait que les uns ou les autres n'auraient pas d'attention au bien commun. Je vais vous dire, je pense que mes adversaires, et pourtant ce sont mes adversaires, ils imaginent défendre une vision du bien commun de la même manière que moi.
D'accord ? Notre difficulté, c'est pas celle-là. Notre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 3 projets politiques qui sont tout simplement contradictoires. Ils sont contradictoires, ces Ce que vous dites, Gérald Garouti, c'est un problème de style, c'est ça, si je comprends bien. Ah bah j'ai pas entendu qu'un problème de style. Je sais pas, c'est ce que je comprends. Non, on n'a pas entendu que ça, mais c'est ça que vous voulez dire. C'est un peu plus pour moi qu'un problème de style. C'est même plus qu'un problème de forme. Je pense que c'est véritablement un problème de rapport à la parole. C'est bien pour ça d'ailleurs que moi je ne viens pas ni comme journaliste ni comme homme politique, je n'ai aucune ambition politique, je ne me présenterai pas contre vous ni aux élections, je ne cherche pas à avoir le pouvoir. Mais on aurait le droit. Oui, le droit, mais pas l'envie. Ce que je souhaite, c'est une transformation du rapport à la parole. Je considère que la parole est dégradée, qu'elle est discréditée, que la parole est atomisée et qu'elle a des conséquences désastreuses dans l'ensemble des champs. Un bras d'honneur par-ci, une insulte par-là, une pancarte dans des lieux qui sont sacrés. Autrement dit, je trouve qu'il y a une profanation généralisée de la parole, en particulier la parole publique, la parole politique, et au sein du champ médiatique, il y a un enjeu, et pas seulement sur les réseaux sociaux. Donc, ma question, au-delà de la question des coalitions, des enjeux, c'est celle de la responsabilité de la parole des hommes politiques. Vous dites, j'ai la responsabilité de porter ceux qui m'ont élu. Mais avant cela, je veux dire, si par exemple vous aviez été Premier ministre, vous avez la responsabilité de gouverner pour l'ensemble des Français. Donc ça, vous ne représentez pas un camp, vous représentez un pays. Mais bien évidemment. Alors attendez, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Premièrement, je vais vous dire sur la parole, pardonnez-moi, mais j'ai un point de désaccord avec ce que vous avez dit. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan un bras d'honneur. Moi, j'ai jamais fait de bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et je trouve ça tout à fait inadmissible et inacceptable. Vous ne pouvez pas mettre ça sur le même plan avec une action symbolique de protestation en portant une pancarte sur tel sujet, venir avec un plat de pâtes pour dire, vous voyez, vous allez augmenter, ça va avoir des conséquences. Notre rôle aussi, c'est de faire exister des débats qui existent dans la société, même quand ils n'existent pas à l'Assemblée nationale. Moi, mon rôle, c'est aussi de porter la parole de ceux qu'on n'entend jamais dans les médias, à la télévision, et de le faire, y compris parfois en utilisant des moyens qui peuvent être des moyens qui créent du débat et de la discussion. C'est pas la même chose que la grossièreté, l'injure. Moi, je n'ai jamais utilisé de grossièreté ou d'injure. Par contre, je revendique, oui, d'avoir parfois, à l'Assemblée nationale, provoqué des actions de protestation parce que je trouvais qu'il y avait un sujet qui n'était pas suffisamment porté et qui devait l'être. Et je ne crois pas qu'en faisant ça, j'affaiblis la parole politique. Je crois au contraire que je lui donne plus de force. Je me permets de vous interrompre parce que pour le coup, en tant qu'homme de théâtre, je sais ce que c'est qu'un happening et je sais ce que c'est que faire un événement pour faire du show, du spectacle. Mais je ne pense pas que l'Assemblée soit un lieu de spectacle. Je pense que ce soit un lieu d'orateur, un lieu de prise de parole. Là, on est devenu dans une situation quand même où la parole n'est plus audible. C'est que c'est devenu contre-productif. C'est devenu, y compris ceux qui regardent, c'est qu'on est passé, je dirais, d'une parole politique à une parole spectaculaire, mais au sens le plus démonétisé du terme. Je pense que c'est honnêtement, je vais vous dire sincèrement, je pense que c'est un peu une caricature des débats qui existent à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, vous montriez dans votre sujet la réforme des retraites. Pardonnez-moi, mais pendant la réforme des retraites, il y a eu des très beaux moments de politique. Il y a eu des très beaux moments d'affrontement politique, mais d'affrontement sur des sujets majeurs, de savoir est-ce qu'on considère que c'est plutôt la retraite par répartition ou plutôt la retraite par capitalisation, est-ce qu'on considère que quand on a cotisé toute sa vie, est-ce que c'est pas légitime de pouvoir profiter un peu de son temps. Je sais que parfois, c'est aussi le monde médiatique qui vient retenir de ces débats seulement telle scène ou telle scène. La vérité, c'est qu'à l'Assemblée, il y a des débats qui sont des débats de qualité. Et puis, il y a des moments aussi, et ça participe de la politique. La politique, c'est aussi convaincre des gens. Et pour convaincre des gens, c'est aussi faire en sorte que votre message s'adresse à eux. Et pour que votre message s'adresse à eux, vous devez aussi parfois produire des effets de communication. Alors, ça participe de la bataille politique. Des effets de communication, mais moi ce que j'interroge, c'est... Là, il y a une étude qui est sortie par la Fondation Jean Jaurès, à laquelle j'ai contribué par exemple, qui montre que le sentiment de violence, notamment de violence verbale, est extrêmement accru. Ça veut dire que les gens ont l'impression que les autres sont de plus en plus violents, et sans vraiment reconnaître qu'ils le sont même. Autrement dit, la violence verbale, c'est toujours les autres. C'est toujours les autres qu'on entend, mais pourtant ce sentiment est très partagé. On ne peut pas exonérer la parole politique, surtout celle qui se veut, sinon radicale, en tout cas du moins vraiment extrêmement tranchée comme la vôtre. Et je reviens à la question de la conflictualisation. Est-ce que vous pensez qu'on peut bâtir un projet de société commun dans un pays divisé sur une logique de conflictualisation ? Écoutez, la difficulté, à mon avis, de votre raisonnement, c'est que vous niez les conflictualités qui existent dans la société. La société, elle n'est pas faite aujourd'hui de gens qui sont tous sur un pied d'égalité. Il y a de la confrontation, il y a de la conflictualité, il y a des rapports de domination qui existent dans la société. Et vous verrez, c'est constant depuis Jean Jaurès. C'est même constant depuis la démocratie athénienne. Ça a toujours existé, la domination, les rapports de classe. C'est la suite de ce que j'allais dire qui est constant depuis Jean Jaurès. Jean Jaurès a une très belle citation dans laquelle il dit, dans l'entreprise, le patron qui licencie, il le fait juste en signant un papier dans le calme. Vous voyez, ça ne fait pas de bruit, ça ne fait pas de confrontation.
confrontation. Par contre, celui qui le subit, c'est d'une violence totale. Où est la violence à ce moment-là? À votre avis, elle est dans celui qui crie à la fin parce qu'il n'est pas d'accord pour faire ça? Ou est-ce que la violence, elle est dans celui qui signe le papier pour jeter à la rue 300 familles? Alors moi, je pense que la violence, elle est dans celui qui signe le papier pour jeter à la rue 300 familles et pas dans ceux qui protestent, même si parfois ils le protestent peut-être avec des mots un peu forts. Je pense que l'enjeu, c'est de canaliser la violence et pas de la laisser exploser. Et je pense que ça suppose... Mais la parole politique, elle est là pour ça. Il faudra en donner l'exemple. Donc il faut l'exprimer. Ben oui, mais si cette violence, si vous voulez la canaliser, il faut l'exprimer. En tout cas, elle n'est pas exprimée par des discours sirupeux qu'on va vous en avez parlé calmement, en tout cas, sur ce point. On a pu avancer. Non, mais c'est très bien, c'est intéressant. Mais le débat mériterait quasiment qu'on se voit pendant 3 heures pour en discuter. C'était un petit peu... Je vous laisse C'est un point sur la chaîne Twitch Hugo Couturier. Allez, Hugo Perchoir, merci Gérald Garuti. Merci à vous. De lundi, c'est politique, vous pouvez rester assis. On va faire un dernier tour de table avec mes confrères qui voudraient vous poser une question plus personnelle, plus directe à vous, Manuel Bompard. Oui, si, quand on parle de personne à personne. Il va y avoir une législative anticipée en Isère. Oui. Pas anticipée, une législative partielle. Je suis obsédée par les élections anticipées. Est-ce que Lucie Castet est votre candidate? On n'a pas aujourd'hui, d'abord la démission du député précédent n'a pas encore été enregistrée à l'Assemblée nationale. Ça fait partie des scénarios, honnêtement. On en discute avec elle. D'abord, il faut qu'elle le souhaite. Elle le souhaite. Je ne sais pas, vous avez l'air de le savoir. Alors, mettons qu'elle le souhaite. Est-ce que vous le souhaitez? Moi, je pense que si Lucie Castet veut être candidate et qu'elle souhaite être candidate sur cette circonscription, la France Insoumise, puisque c'est une circonscription qui a été affectée à la France Insoumise dans le cadre du nouveau Front Populaire, c'est légitime que la France Insoumise en discute avec elle. Mais admettez l'idée que cette discussion, elle puisse avoir lieu entre nous et pas forcément... Oui, mais alors on a l'impression que vous n'êtes pas très chaud. Non, Olivier, pas du tout. Vous auriez pu me dire oui, c'est super, c'est notre... Mais je vais pas parler... Mais attendez, mais d'accord, mais je ne vais pas parler à sa place. C'était notre candidate pour Matignon. Ça elle veut s'engager au Parlement. Attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a aucun refus d'enthousiasme dans mes propos. Je vous réponds avec franchise sur le fait que d'abord, la moindre des choses, c'est d'en discuter avec elle avant de vous en discuter avec vous. Pour le reste, Lucie Castet, c'est non seulement vous dites ça a été notre candidate à Matignon, c'est vrai, mais je vais même vous dire quelque chose, ça le reste. Donc moi, s'il y a une dissolution, s'il y a une démission ou si le gouvernement de M. Barnier tombe, je souhaite que ce soit Lucie Castet notre candidate comme fonction de Premier ministre. Donc ça va en termes d'enthousiasme. Olivier, sur le justement sur Lucie Castet, j'ai une question assez simple qui est plutôt un étonnement. La question d'un parachutage, ça ne vous dérange pas? Mais d'abord, c'est encore une fois, c'est pour ça que vous voyez bien. Est-ce que d'enthousiasme peut-être? Mais pas du tout. Je dis que j'en discute avec elle. Je ne sais pas si elle souhaite être candidate. Et pour le reste, quand on est candidat à l'Assemblée nationale, on représente le peuple dans sa globalité. Pas que ses électeurs, comme vous veniez de le dire. Exactement. Juste une question. Je suis d'accord avec ça. Manuel Bompard, si Lucie Castet était candidate en Isère, elle devrait être candidate de la France Insoumise ou du Nouveau Front Populaire? Non, je souhaite qu'elle soit dans ce cas de figure-là, candidate du Nouveau Front Populaire, bien évidemment, mais à travers une circonscription, qui dans l'accord que nous avions passé ensemble, donc ensuite qu'elle siège dans votre groupe Insoumise. Ça me paraît nécessaire, oui, bien sûr. Pourquoi? Dernière chose, Clément Méric. Oui, peut-être une question sur le du Nouveau Front Populaire. Je ne sais pas si on a le temps. Non, votre question à vous. Allez, une question plus personnelle. Alors, est-ce que les modèles de substitution pour l'optimisation globale de forme en aérodynamique avec méthode locale sans paramétrisation vous manquent parfois? J'ai cité le titre. Ça, c'est le thème de la thèse de mathématiques, c'est ça? Voilà, mathématiques appliquées à l'aéronautique, parce que j'ai vous avez fait. Mathématiques ça vous manque? Aéronautique. J'ai pas le temps, ça a pas le temps de me manquer. Voilà, je sais pas comment vous dire. Vous êtes passé à autre chose. Je suis non. Après, c'est un métier que j'ai beaucoup apprécié. Je reste très intéressé par ces questions-là, mais mon engagement politique, il est assez total pour être. Pour conclure, Hugo Couturier, pour conclure. La division, en fait. La multiplication aussi et la soustraction, mais j'essaye de faire plutôt des additions et des Hugo Couturier pour des divisions et des soustractions. Voilà. Oui, j'en profite, comme on est diffusé sur Twitch devant plus de 200 personnes. Est-ce que vous savez le surnom que vous donnent les streamers de gauche sur la plateforme? Ouais, je sais. Cranidos, ça vous évoque quoi ce surnom? Attendez, c'est qui d'abord? Je me suis renseigné sur le sujet. C'est un Pokémon qui a un cerveau. On vous appelle gros cerveau avec lequel il tape. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Donc je le prends plutôt. Honnêtement, je le prends ça m'amuse et je le prends plutôt comme quelque chose de sympathique à mon égard. Voilà. Merci Manuel Bompard d'avoir été sur le plateau avec nous de lundi C'est politique sur LCP qui revient la semaine prochaine. Bonne soirée sur la chaîne parlementaire.